Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour 40 minutes d'émission dans le cadre de questions d'actualité. Une émission que vous avez pris l'habitude de suivre à travers la RTNC qui traite essentiellement des problèmes qui surviennent en République démocratique du Congo et qui sont liés à l'actualité. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Angèle Makombo, que vous connaissiez fort bien. Madame Makombo est femme politique, présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais. Elle est aussi membre du Conseil économique et social. Vous suivez l'actualité, vous le savez, le chef de l'État s'est adressé à la nation comme à l'accoutumée le 30 juin pour brosser un tout petit peu l'état de la nation. Dans ce grand oral, le chef de l'État est revenu sur les grandes lignes de ce qui fait l'actualité en République démocratique du Congo. Il a parlé du social, de l'environnement, de la politique, de coronavirus, mais également de l'état de siège, des problèmes aussi liés à la diplomatie dans notre pays. On en parle avec donc notre invité ce soir, Angèle Makombo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adam Chimissi. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. Femme politique. Plaisir partagé. Voilà, j'imagine que vous suivez l'actualité, vous suivez le journal télévisé et vous avez suivi aussi le discours du chef de l'État sur le 30 juin. Et la première question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Quelle est globalement l'impression qui se dégage de vous après avoir suivi le grand oral du chef de l'État le 30 juin? Le 30 juin, comme nous le savons tous, c'est un grand jour pour notre pays. Et ce 30 juin de cette année, nous avons franchi 61 ans d'indépendance. Et l'année dernière, permettez-moi juste de dire un mot. Allez, je vous en prie. Pour les 60 ans, ce que j'avais retenu du chef de l'État de son discours, c'est qu'il avait dit « Nous avons 60 ans en tant que nation, nous n'avons plus le droit à l'erreur. » Donc, un an après, 61 ans, il fait ce discours, un discours magistral, un discours mémorable, où il dresse le bilan et il fait, comme on pourrait dire très rapidement, l'état des lieux de notre pays, de notre nation. Et cet état des lieux est critique, parce que l'environnement est critique. Comme il le dit, nous sommes dans un contexte de cette fameuse pandémie, la pandémie de la Covid-19, et en RDC, nous constatons une recrudescence. Ouais. Donc il a dû prendre des mesures drastiques qui ne font pas plaisir à tout le monde, mais il faut les prendre, et il nous demande justement, en bon citoyen, bon patriote, d'obéir à ces mesures. Mais il y a aussi le contexte sécuritaire. Plusieurs décennies de violence absolument abominable à l'Est. Et là, il a pris les taureaux par les cornes. Il impose l'état de siège dans 2 provinces, Nord Kivu, Ituri. Et là également, il fait un peu le bilan de cet état de siège. Et vous savez, il n'y a pas si longtemps, nous avons eu un nouveau gouvernement installé, mais ce gouvernement, à peine à l'œuvre, il a fallu faire face à cet état de siège, oui, mais à cette catastrophe du Nyiragongo. Là, le président l'a aussi évoqué. Et tout ce contexte difficile, humanitaire, sécuritaire, sanitaire, fait que ça complique au niveau de l'économie. L'économie en prend un coup. Mais là, il relève, le chef de l'État, que les efforts sont faits pour redresser la situation. Et c'est là où il nous fait le bilan, par exemple, du relèvement des réserves de change, des mesures prises pour redresser l'économie, malgré toutes ces difficultés-là. Et moi, ce que je retiens de ce discours, c'est, oui, la situation est difficile, mais l'effort est en train d'être fait. Et il a tenu ainsi à mobiliser, à remobiliser les Congolais en disant cet objectif d'un État uni et prospère, il faut continuer à faire ses efforts dans ce sens-là. Et il nous a rappelé justement aussi le contexte dans lequel on est au niveau diplomatique,
hein, au niveau international, lui qui a été élevé à la tête de la présidence de l'Union africaine. Donc tout ça fait que ce discours, à ce moment précis, est un discours mémorable. Alors, donc voilà, donc vous avez conclu. J'allais vous poser la question, quand on vous entend parler, j'ai bien l'impression que vous êtes très satisfaite de ce discours. Mais il y a tellement de problèmes sociaux aujourd'hui dans notre pays, on va y revenir dans le cadre de cette émission, parce que maintenant, nous allons entamer la partie où nous allons déchiffrer un peu tout ce que le chef de l'État a dit, décortiquer certaines portions du discours du chef de l'État. Et nous allons commencer par l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, je fais allusion au panafricanisme. Le chef de l'État, dans ce discours, déjà depuis qu'il est à la tête du pays, depuis qu'il a été élu, il s'est toujours placé dans une posture de quelqu'un qui défend le panafricanisme, qui est très attaché aux valeurs africaines. Et dans ce discours, justement, du 30 juin, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à Julius Nyerere, à Kwame Nkrumah, à Patrice Emery Lumumba, évidemment, au président Kasavubu. Cette posture panafricanisme, certains ont l'impression que c'est juste des mots et que le chef de l'État, il n'est pas très attaché à tout ce qui est comment relever la culture africaine, comment sortir la tête de l'eau par rapport à l'Occident qui veut maintenir l'Afrique vraiment dans une position moindre, et que c'est juste des mots pour plaire. Vous, lorsque le chef de l'État parle du panafricanisme, est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous dites, ça y est, nous avons maintenant un président qui prend la mesure de la chose? Moi, je pense qu'effectivement, je suis convaincu que c'est un président qui prend la mesure de la chose. Rappelez-vous, le thème de l'Union africaine pour 2021, qu'est-ce que c'est? Culture, art et patrimoine, levier de l'Afrique que nous voulons. C'est ça le thème général de l'Union africaine, mais lui, il a voulu imprimer, ajouter à ce thème sa touche personnelle, et la touche personnelle, c'est le panafricanisme. Et moi d'ailleurs, j'ai des anciens collègues, et notamment le collaborateur numéro 1 de Kofi Annan, qui est ghanéen, qui vit au Ghana. J'ai eu à bavarder avec lui il y a 2 mois, qui me disait, mais est-ce que tu te rends compte, c'est formidable comment ton président met en avant le panafricanisme, et évoquer ces grands noms comme Nyerere, Lumumba, Kwame Nkrumah. C'est à des moments comme ça qu'il faut les remettre à l'honneur, et on avait un peu oublié ce panafricanisme en disant ça nous mène à quoi, qu'est-ce que ça nous donne? Mais non, c'est notre racine. Oui, nous devons, en tant que Congolais, faire un effort pour redresser notre pays, mais n'oublions pas que la RDC, nous avons une place géopolitique, géostratégique au cœur de l'Afrique, et le président d'ailleurs a eu il y a quelques semaines rappelé le mot de Frantz Fanon, hein, le Congo a la forme d'un revolver dont la gâchette et se trouve dans notre pays. Donc, oui, non, je suis convaincu qu'il y croit. Faudrait-il pas aller au-delà de ces grands noms qui sont cités, pour voir comment est-ce que les Africains peuvent véritablement avoir une prise de conscience pour changer les schèmes de comportement, les schèmes de pensée, avoir des réflexions tournées vers le développement de l'Afrique, sur la concorde, etc., au lieu de s'arrêter seulement sur Kwame Nkrumah, Julius Nyerere. Oui, que faut-il véritablement faire? Il faut des solutions. Il faut ce genre de paroles fortes, mais accompagnées avec de l'action. Et l'action, c'est notamment prôner et pratiquer, mettre en œuvre l'intégration de l'Afrique. Et l'intégration, d'ailleurs, commence par l'intégration nationale, parce que dans notre pays, on ne peut pas aller d'un coin à l'autre du pays par la route, etc. On a vraiment des moyens, des infrastructures très faibles. Et nous le voyons qu'il y a un effort qui est en train d'être fait au niveau du continent pour que l'intégration ne reste pas un vain mot. Hein, et c'est là où moi je dirais
peut-être qu'il y a un effort à faire au niveau de la communication. Parce que quand on voit le chef de l'État se déplacer en Afrique, aller inaugurer un tel pont ou une telle route, ou bien il prône maintenant, oui, nous allons être membres actifs au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, etc. Les gens ne comprennent pas, se posent des questions, disent on est déjà avec la CEAC en Afrique centrale, on est avec la SADC au niveau austral, on est avec la CIGL, mais qu'allons-nous faire Qu'est-ce qu'on prévoit concrètement? Voilà, au niveau de l'Est, mais c'est une réalité que cette partie de l'Est du pays travaille beaucoup avec les pays qui sont à l'Est de l'Afrique, mais dans tout cela, oui, il faut une mise en œuvre, mais une mise en œuvre où il faut absolument d'abord aussi se demander, bien qu'il soit président en exercice de l'Union africaine, se demander la place du Congo, où est-elle? Exactement. Et c'est là où je dis Congo first, Congolese first, les Congolais d'abord. Et à chaque fois se poser ce genre de questions. Et c'est aussi la mise en œuvre de la ZLCAF. La zone de libre-échange continentale. Oui, c'est beau, on signe, on y va, mais nous, Congolais... Qu'est-ce que nous apportons? Quelle est notre contribution? Exactement. Par rapport à notre présence? Exactement. C'est lié à pas mal de questions, de problèmes. On peut se dire quelle est notre place. Oui, j'ai entendu le ministre du Commerce dire on va accroître notre place, il faut d'abord y croire, etc. Bon, on a beau y croire, mais quand un effort vraiment sérieux, soutenu, tangible n'est pas fait pour justement soutenir notre classe moyenne, pour soutenir nos jeunes entrepreneurs, leur donner des crédits, des formations, des moyens, eh bien, nous serons demain submergés par les autres, envahis par les autres. Et une question capitale, mais que j'ai l'impression qu'on ne prend pas tellement au sérieux, encore au Congo, c'est la question de la normalisation. Parce qu'on est vraiment dans un pays où les normes ne sont pas respectées. Allez donc dans les supermarchés, acheter différents produits, vous verrez que nous acceptons des produits écrits en turc. Moi, dernièrement, je voulais... On va y revenir. Puisqu'on va parler du social. On va parler du social et de l'économie. Tout ça, c'est lié. On va y revenir. C'est lié. Voilà, on va avancer un tout petit peu dans cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur la RTNC. Nous sommes en train de décortiquer le discours du chef de l'État, son grand oral, le 30 juin. Et vous savez que le pays a totalisé 61 ans depuis son accession à l'indépendance. On a parlé d'un premier volet, le panafricanisme. Ce volet nous conduit à un autre qui est tout proche. Le président de la République a parlé de la diplomatie. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de la diplomatie en évoquant le secteur diplomatique. Le chef de l'État a rappelé son avènement à la tête de l'Union africaine et il s'est même projeté en 2022 en disant que la RDC va occuper la présidence de la SADC en 2022. Mais moi, quelque part, ça m'étique. Je me pose beaucoup de questions. En parlant de la diplomatie, le chef de l'État s'est appesanti sur la SADC et l'Union africaine. Or, la diplomatie, c'est au-delà de tout ça. Aujourd'hui, nous avons des problèmes au niveau de nos ambassades. Oui. La RDC est devenue la risée du monde entier parce qu'on ne paye pas des loyers des bâtiments qui abritent nos ambassades. Pourtant, nous savons que les ambassades représentent le pays à l'extérieur. C'est une honte, c'est une calamité, c'est un désastre. Vous qui avez travaillé au niveau international, à travers les organisations internationales, j'aimerais bien que vous puissiez dire un mot là-dessus. J'aurais voulu entendre dans ce discours que la problématique des ambassadeurs, la problématique de nos ambassades, les ambassadeurs ne sont pas payés, il y en a qui ne sont pas payés. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un ambassadeur dans l'Afrique australe, je crois au Mozambique, qui a fait plus de 16 ans en poste, qui est là, plus de 15 ans en poste, qui est là, et qui n'a jamais été remplacé. Il voit défiler le président de la République, et cet ambassadeur est toujours là. Or, la science des relations internationales nous apprend que les ambassadeurs ne peuvent pas rester en poste plus de 5 ans. Non, c'est une question très, très préoccupante, et je l'ai vécu pour avoir été fonctionnaire international aux Nations Unies à New York. J'ai vu dans quelle situation travaillaient nos ambassadeurs. Nous n'avons pas les moyens de notre diplomatie.
bon, le discours, comme je vous dis, il était mobilisateur, il était magistral, il était mémorable, mais les réalités sont là. Il faut maintenant donner les moyens à cette diplomatie. Et quand vous imaginez que une mission diplomatique, par exemple, comme la mission diplomatique de la République démocratique du Congo à New York, nous sommes membres des Nations Unies depuis 1960. Imaginez-vous que un poste diplomatique est aussi important. Nous n'avons pas de bâtiment en nous. Nous n'avons pas, nous louons. Et vous savez ce que c'est louer quand ça coûte cher à la ça République. coûte cher à la République, Ouais. c'est mal pensé, c'est pas très sérieux. Et voilà, l'investissement n'est pas fait, etc. Mais quand vous rajoutez à ça les problèmes d'électricité, de chauffage, de paiement des fonctionnaires, des frais de représentation, nous n'avons pas une diplomatie à la mesure De nos ambitions. de nos ambitions, de l'État que nous sommes. Et moi, je dis toujours, aux Nations Unies, par exemple, la diplomatie, elle se fait, oui, au niveau des réunions, quand vous êtes en réunion, etc. Mais ça se fait beaucoup au niveau des échanges, au niveau des rencontres, du lobbying, des dîners, etc., des cocktails. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un pays comme le nôtre, la tradition aux Nations Unies, par exemple, c'est que chaque pays, au moment de sa fête nationale, offre une réception. C'est l'occasion d'accueillir pas mal de monde, etc. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer que la dernière réception donnée par la RDC aux Nations Unies remonte à Mobutu, au dernier passage de Mobutu à New York? C'était dans les années 88 ou 89. Est-ce que c'est imaginable, ça? Eh bien, c'est comme ça. Donc, pendant des décennies, nous avons laissé les choses se détériorer. Bon, là, on nous promet que j'ai lu dernièrement que le ministre des Affaires étrangères s'y attelle pour redonner un peu, renforcer nos missions diplomatiques. Il est plus que temps, parce qu'on ne peut pas avoir, comme vous dites, une ambition comme ça au niveau diplomatique si on n'a pas les moyens. Demain, on veut aller à la tête de la SADC, mais on aura la tête. Et puis, en dessous, nos ambassades au niveau des pays de la SADC, ça va donner quoi? Et un autre aspect que je voudrais soulever, c'est une chose de vouloir être à la tête d'une organisation régionale ou sous-régionale, c'en est une autre de faire un effort pour que les Congolais soient représentés dans ces organisations, qu'il y ait des fonctionnaires congolais compétents, solides dans ces organisations. Et ça, c'est un travail vraiment de longue haleine, soutenu. Ça ne se fait pas en un tour de main. Il faut pouvoir recruter, identifier des jeunes valables, les former, etc. Il faut pouvoir suivre les vacances de postes dans toutes ces organisations et préparer des futurs candidats qu'on va placer, pour lesquels on va faire un lobbying, etc. Et comme je vous ai dit, le lobbying, il ne s'agit pas seulement de solliciter la place pour un candidat ou écrire une lettre. Je me souviens, j'avais dit un jour à un de nos ministres des Affaires étrangères de passage à New York de faire le lobbying parce que à l'époque, la RDC était bien positionnée pour être à la tête du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et le ministre, sûr de lui, me dit non, 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 j'ai écrit au secrétaire général des Nations Unies, etc. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait faire un lobbying au niveau de chaque grande capitale, envoyer des missions au niveau des présidents de ces différents États membres des Nations Unies pour dire le Congo est intéressé, le Congo a les capacités, le Congo en plus se situe au cœur de l'Afrique centrale. Les conflits se trouvent, malheureusement, se trouvent au Congo. Le Congo doit avoir cette place. Eh bien non, on n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. Eh bien, la place nous a été ravie. En tant que pays, je terminerai là-dessus, est-ce que vous trouvez normal un pays comme le nôtre, grand pays comme le nôtre, au cœur de l'Afrique, position géostratégique, nous n'avons pas le siège d'une organisation internationale dans ce pays?
Et pour ce bureau dont je parlais, régional des Nations Unies, c'est le Gabon qui nous a ravis. La vedette, le siège de ce bureau est à Libreville. C'était mon dossier, je m'en occupais, je sensibilisais nos autorités, mais ils pensaient qu'il suffisait d'écrire une lettre. Non. Un pays comme le nôtre, on devrait abriter le siège au moins d'une organisation régionale ou sous-régionale, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et on dit que la diplomatie, c'est l'instrument de la politique extérieure. Et vous pensez que cette diplomatie peut affaiblir l'action du chef de l'État au niveau de l'Union africaine, même le rayonnement de la République démocratique du Congo, parce que nous avons beaucoup à gagner lorsque nous sommes à la tête d'une organisation aussi sérieuse que l'Union africaine. Je ne dirais pas affaiblir, mais en tout cas... desservir. Desservir, voilà. Le mot est bien choisi, desservir. On aurait une diplomatie forte que ça le servirait mieux. Mais quand même, au niveau de l'Afrique, on se rend bien compte que nous avons un nouveau leadership, leadership éclairé, leadership volontariste en la personne du président Félix-Antoine Tshisekedi. Maintenant, comme vous dites, il faut que les moyens suivent. Il faut que on m'a souvent demandé, mais où sont ces brillants diplomates congolais qui impressionnaient la scène internationale? Oui. Moi, je dis, mais ils sont là, ils sont toujours là. Mais je ne pouvais pas avouer à ces collègues étrangers, bon, ils sont là, mais il manque de moyens pour justement briller voilà. Comme voilà. Donc, à l'époque. Voilà, un problème de vision, un problème peut-être de volonté politique. Et la vision est là, mais les moyens doivent suivre. Puis nous, notre grande faiblesse, c'est le suivi. Okay. Dans toutes les actions que nous menons, souvent le suivi est faible. Et donc, généralement, souvent, les projets ne font pas long feu. Voilà. Et puis, bon, voilà, on retombe un peu dans nos travers. Voilà. Et autre question importante soulevée dans le discours du chef de l'État, eh bien, c'est la question de l'Est du pays. Le 3 mai, c'était le 3 mai, oui, 2021, le chef de l'État a décrété l'état de siège dans la partie Est de la République démocratique du Congo. 2 provinces concernées par cet état de siège. Vous avez le Nord Kivu, mais également la province de l'Ituri. Et on sent l'engagement du chef de l'État dans tous ses discours, dans toutes ses déclarations. Il revient sur l'imposition de la paix, de la sécurité aux moyens des forces armées, moyens militaires. Et cet état de siège a conduit même au remplacement des gouverneurs civils par des gouverneurs militaires. Et à terme de cet état de siège, et bien sûr, il faudrait, comme le chef de l'État l'a dit dans son discours, mettre en place une structure de démobilisation et de réinsertion des forces combattantes. Votre appréciation aujourd'hui de cet état de siège, depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, le bilan, quel bilan vous faites? Le bilan, d'abord, je salue la décision prise d'imposer cet état de siège. Il fallait le faire. Depuis des décennies, on avait une violence récurrente. Mais le mal est tellement profond que ce n'est pas en un mois d'état de siège que nous allons pacifier et le Nord Kivu et l'Ituri. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Il y a une crise de confiance entre les communautés locales et les autorités provinciales, locales et l'armée. Donc tout ça est à reconstruire. Et le chef de l'État a eu à le dire, qu'il a découvert la gangrène, l'ampleur de la corruption. Il a même parlé de mafia. Alors vous pouvez imaginer, une mafia ne se démonte pas en un seul jour. Donc c'est un travail de longue haleine. Avoir comme cela des autorités militaires au plus haut niveau qui trichent, qui trafiquent même le nombre de contingents de militaires qu'ils ont, grossissent le nombre pour pouvoir toucher leur solde. Mais c'est des choses impensables.
Donc ça va prendre du temps. Mais est-ce que le dénoncer, est-ce que l'option de dénoncer la mafia au niveau de l'armée ou comment dire, au niveau de l'armée, disons, pour ne pas aller très loin, au niveau de l'armée, est-ce que ce n'est pas, oui, est-ce que ce n'est pas contre-productif pour le chef de l'État qui est commandant en chef de cette armée? Est-ce que ce n'est pas contre-productif, par exemple? Pourquoi ça serait contre-productif? Il faut appeler un chat, mettre le doigt pourquoi ne pas le dire dans un cercle restreint au lieu de le dire en public devant les caméras? Parce qu'il y a des conseils de sécurité, etc., où ils peuvent se dire des choses. Mais pourquoi on doit aller devant les caméras dire des choses? Moi, je ne l'ai pas mal pris. C'est comme si les gens ont dit on se dénude, la RDC se dénude devant les autres puissances qui savent ce qu'il y a en interne, parce qu'il y a quand même des choses à cacher. Nous sommes quand même un pays. Il ne faut pas qu'on dise aux autres tout ce qui se passe chez nous. Oh, écoutez, il le savait bien avant. Il le savait bien avant parce que la question de la réforme du secteur de la sécurité, eh bien, on en parle depuis 20 ans dans les milieux internationaux. On dit que c'est là où il y a vraiment problème. Et réforme de la sécurité, ça sous-entend l'armée, la police, les services de renseignement, la justice et toutes ces questions d'impunité. Laissez-moi vous dire qu'il y a des rapports très très bien établis sur ces questions-là. C'est peut-être parce que effectivement le Congolais moyen, ordinaire ne lit pas, mais ces questions-là sont réelles. Et en tant que commandant en chef suprême de la nation, les gens vont se dire, mais tiens, il y a l'état de siège, les choses ne s'améliorent pas vraiment ou ne s'améliorent pas vite, quel est le problème? Donc, le problème, l'un des gros problèmes, c'est cette mafia-là. Donc, il n'en aurait pas parlé. Comment le peuple pourrait savoir ce qui se passe réellement? Mais justement, est-ce que cela ne va pas créer une perte de confiance de la population par rapport à son armée? La population le savait déjà. Si vous suivez la population dans cette partie de la République, il disait toujours le problème, l'un des problèmes, c'est nos forces de sécurité. Il y a eu une d'ailleurs que j'apprécie beaucoup, une députée a eu à dire le problème parce que nous on relève pas les chaînes de commandement dans ces provinces-là. Ces militaires sont là depuis des années, des décennies. Il faudrait qu'il y ait un roulement. Il y a eu, les populations le disaient, mais comment vous expliquez qu'il y a des militaires à l'Est et vous apprenez, vous allez, par exemple, dans notre quartier de ma campagne ou Mbiza Pigeon, on vous montre, telle villa qui vient d'être terminée, c'est tel général, c'est tel général. Les gens savent, c'était un secret de polichinelle. Donc que le chef de l'État ait ainsi crevé l'abcès, moi ça ne me choque pas. Maintenant, il faut, comme je dis, l'étape suivante, je pense que c'est déjà en route, il faut sanctionner. Il faut remplacer, il faut faire ce fameux roulement dont on a besoin. Il faut qu'il y ait des inspections régulières, etc. Non, moi ça ne m'a pas choqué. Et quand vous dites ça va dénuder la RDC à l'extérieur, laissez-moi vous dire, c'est plutôt le contraire que moi j'entends de mes anciens collègues des Nations Unies ou ailleurs, qui disent, mais vraiment, votre président est décidé à mettre fin à cette gangrène, à ce cancer qui est la corruption, qui justement ronge tous les secteurs de la vie nationale, notamment l'armée, la police, les services de renseignement. Et nous ne sommes pas les seuls, malheureusement. Les autres pays africains sont aussi affectés par ces mots M-A-U-X. Ce mal-là n'est pas congolais, il est malheureusement très répandu en Afrique. Le président Paul Kagame, en parlant de l'état de siège, lorsqu'il a été interrogé en Europe, il a dit qu'il faut changer de méthode. Si la RDC continue avec les mêmes méthodes pour pouvoir mettre un terme à l'insécurité dans la partie est du pays, ça va être voué à l'échec. Il faut changer de méthode, il faut aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui, parce que pour lui, il estime qu'on recourt aux mêmes moyens. Moi, je dirais non, puisque est-ce qu'on avait l'état de siège avant? Pourquoi ça crée tant de panique au niveau interne
au niveau interne et au niveau extérieur. Chez nos voisins. Chez nos voisins. Pourquoi? C'est qu'ils sentent bien que cette fois-ci, ça va peut-être marcher. Donc cet état de siège va pouvoir, à terme, pacifier la région, protéger les populations locales et aussi arrêter le pillage de nos ressources naturelles, de nos mines. Ils sentent bien, c'est pour ça qu'il y a cette panique-là. On se dit, mais tiens, c'est un autre cap que la RDC vient de prendre, ça risque de marcher, et puis voilà. Moi, je crois qu'au contraire, on sent bien que la peur a changé de camp. Nous allons évoquer, Angèle Makombo, quelques bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, c'est aussi en économie. Le chef de l'État, dans son discours, il a cité les chiffres. Par exemple, il a dit que les recettes fin décembre étaient de l'ordre de 879 millions de dollars. 879 millions de dollars fin décembre. Et fin juin, les recettes ont été de l'ordre de 1,5 milliard. Un bond en avant terrible, ça donne le tournis lorsqu'on voit des chiffres extraordinaires, des recettes extraordinaires réalisées aujourd'hui. On est à 1,2 milliard de recettes réalisées. C'est quand même un satisfait. Il y a quand même des félicitations à adresser à ces régies financières, à tout ce qui est fait. Heureusement qu'il y a quand même de bonnes nouvelles. Et ça fait partie des bonnes nouvelles que les réserves de change augmentent, que les régies financières s'activent justement pour la mobilisation des ressources et que surtout notre fameuse inspection générale des finances est à pied d'œuvre. Là aussi, son action crée la panique dans certains cercles et c'est une bonne chose. Mais l'effort doit être poursuivi, doit être soutenu. Ce que moi, personnellement, et pas personnellement d'ailleurs, quand vous entendez dans la population, ils vous disent, bon, ici, en RDC, on détourne toujours en termes de millions, etc. Mais nous ne voyons pas la suite. Une fois que l'IGF est sur un dossier, boucle un dossier, ça passe à la justice. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, il y a un effort à faire, effectivement, pour que notre justice soit un peu plus expéditive sur ces questions-là et puisse récupérer les recettes là où elles se cachent, là où elles sont détournées. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Hein. Oui, mais une des bonnes nouvelles. Voilà, une des bonnes nouvelles, mais on ne comprend pas quand même certains aspects parce que d'un côté, nous avons les recettes qui sont près du double aujourd'hui, 1,5 milliard des recettes, c'est énorme pour ce pays. Vraiment, il faut se féliciter, je le dis, je le redis. Mais d'un autre point de vue, d'un autre côté, il y a tous ces programmes conclus avec la Banque mondiale qui nous octroie 1 milliard de dollars. On se dit c'est des prêts, on se dit mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? D'un côté, on fait des bonnes recettes, de l'autre côté, on a des programmes avec la Banque mondiale, avec le FMI, qui sont des structures qu'on dit qui n'ont jamais développé un pays. On se dit mais où est-ce qu'on va? Comment ça se fait? On se pose beaucoup de questions. Cette phrase que ces institutions internationales n'ont jamais développé un pays, on entend ça beaucoup, mais ces institutions internationales, financières internationales, aident en tout cas au niveau de la construction des infrastructures. Sur base de beaucoup de dettes. Voilà. Des dettes qui donc, après ça pèse, ça devient un goulot d'étranglement et c'est pas facile. Mais nous avons, comme vous avez dit, les recettes augmentent grâce au travail de nos régies financières, mais là c'est pour justement s'attaquer aux grandes questions sociales, hein. Notamment le chef de l'État disait, bon, la gratuité va être financée, etc., etc. Mais ça ne suffira pas pour, par exemple, ce grand effort de reconstruction de nos infrastructures. Donc, d'autres pays pourtant développés sont très endettés. Ça dépend de ce que vous faites avec la dette que vous contractez. Si vous contractez une dette, même au niveau personnel, au niveau des ménages, mais cette dette ne vous sert qu'à consommer, hein,
acheter à manger, acheter une nouvelle voiture, etc., eh bien, vous n'irez nulle part. Mais si vous profitez de ces dettes-là, de ce mauvais moment à passer pour vous servir de cet argent pour construire des infrastructures, eh bien, à terme, vous faites un investissement. C'est là où, dans le passé, on n'a certainement pas fait de bons choix économiques. Et maintenant, il faut pouvoir faire de bons choix économiques et dire, on nous octroie ceci. Par exemple, le sommet de Paris, il y a eu beaucoup de critiques en disant, bon, tout compte fait, c'est quoi qu'on nous donne, c'est encore des dettes, etc. Oui, c'est un point de vue. Mais moi, je dis, si cette dette, vous vous en servez à bon escient pour pouvoir construire, bâtir des infrastructures, eh bien, demain, vous vous en sortirez beaucoup mieux. Donc, c'est un choix, des choix politiques et économiques qu'il faut faire. Voilà. Et lorsque nous parlions en début d'émission du panafricanisme, vous avez évoqué des problèmes sociaux et je vous avais dit, on va en parler. Et alors, nous y sommes. Nous allons parler de quelques problèmes sociaux parce que côté social, la population toujours au bord du gouffre. Vous avez des populations, vous avez des Congolais qui continuent à ramer pour manger, qui continuent à galérer, qui continuent à passer des journées entières désastreuses parce que le côté social, véritablement, lorsque vous allez sur les marchés aujourd'hui, les prix des denrées, des produits alimentaires ont quadruplé, c'est vraiment impressionnant. Il est vrai que le ministère de l'économie est en train de prendre quelques mesures. Il a parlé de la baisse des prix des produits de première nécessité, des prix des produits à l'importation, voilà, qui sont importés et on va voir quelques prix baisser. Mais là encore, vous avez des tenanciers, des grandes entreprises qui œuvrent dans l'importation, qui ne sont pas tellement d'accord et qui menacent même de pouvoir ne plus importer des produits alimentaires d'ici 3 à 4 mois parce que, disent-ils, on leur impose certains prix. Le côté social, c'est vraiment la mer à boire aujourd'hui pour le gouvernement en place. Le social, il y a un déficit social énorme dans ce pays et la misère ne s'est pas arrêtée parce que on est dans l'union sacrée de la nation. Non, elle est là, elle est présente. Nous le sentons, chacun de nous, dans nos familles, proches ou élargies, elle est là. Mais là encore, je dirais que ce n'est pas en 2 ans. Voyez d'où nous venons. Voyez la gabégie qui se pratiquait dans le pays, la corruption, comment elle nous vraiment minait, les mauvaises pratiques. C'est pas en 2 ans qu'on peut les faire sauter. Est-ce que c'est pas une excuse? Non, mais c'est une réalité. Est-ce que c'est pas une excuse de dire non, le trou était trop énorme, non, nous venons du noir, c'est difficile effectivement, que dans 2 ans nous puissions tout arranger, tout remettre sur les rails. Quand je dis 2 ans, c'est pas une excuse, une mauvaise excuse. Non, quand je dis 2 ans, c'est de 2019 donc à aujourd'hui. Donc il reste encore... Bon, c'est une réalité. Qu'on venait du gouffre. La situation était dramatique. Bon, maintenant, c'est difficile de le dire à la population qui souffre. À la base, en disant, non, vous souffrez, mais souffrez encore un peu parce qu'on vient de loin. Ça, c'est vrai. C'est difficile. Ouais. Mais vous et moi et d'autres, c'est de constater s'il y a progrès ou pas. C'est de suivre, d'être vigilant. Et moi, en tant que leader politique, c'est de dire, oui, un effort est fait pour que les choses changent, bougent, notamment les mesures que le ministre de l'économie a annoncées. Mais moi, ce que je voudrais voir, là, oui, ça, je veux le voir, c'est que l'État baisse son train de vie. Et ça, on ne le voit pas. Ce sera un signal fort. Exactement. Le chef de l'État en a parlé. Le chef de l'État est d'accord. Il va dans le même sens qu'il faudrait baisser le train de vie des institutions. On le dit. Il y a un fossé entre les riches et les pauvres. Un fossé énorme qui se creuse tous les jours. Énorme. Il y en a qui roulent en Mercedes, qui roulent en... Tiens, il y a des jeeps qui roulent en jeep et voilà, vous voyez des populations qui font la ligne 15 comme on dit, qui marchent là, c'est un pas problème. De quoi se payer un taxi. Et moi, ce que je dis toujours, vous savez,
des gens comme Fidel Castro, quand il est arrivé au pouvoir, qu'il a bousculé beaucoup de choses, la population, il y a eu des critiques évidemment, mais la population a adhéré parce qu'ils voyaient, mais tiens, au niveau du sommet de l'État, eux-mêmes baissent leur niveau. On ne se balade pas en grosse Mercedes ou etc. Bon, quand un Sankara dit non, vaut mieux encore de l'eau potable pour toute une population que du champagne pour quelques-uns, voilà. La population adhère. Ce même Sankara, quand il arrive au pouvoir, il dit plus de Mercedes pour voilà. Les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. Voilà. Renault 4. Renault 4. Ouais. La population adhère, mais quand vous prônez l'effort, vous appelez à l'effort, mais que la population voit, ah, mais vous, votre train de vie continue comme avant, là, il y a problème. Et c'est là où moi, je vous dis, nous venons du trou. La situation était difficile. Ce n'est pas en 2 ans qu'on va atteindre le paradis ou bien une situation merveilleuse en RDC. Mais là où je suis contente, l'effort est en train d'être fait. Mais là où ce que j'attends de voir maintenant, c'est que le gouvernement, les pouvoirs publics baissent leur train de vie. Il nous reste, c'est important. Il nous reste juste 2 minutes pour finir cette émission. Oh, ça passe vite. Ça passe vraiment très vite. Alors, c'est la dernière question que je vais vous poser. C'est vrai que nous sentons cette volonté du chef de l'État de pouvoir changer les choses. On le sent dans son discours, dans sa façon de parler, dans ses traits de, comment je dire, dans sa manière de dire les choses. Il insiste, il veut vraiment changer les choses. Ça, on le sent. Mais j'ai envie de vous poser cette question. On sent que le gouvernement va changer les choses, que le chef de l'État veut aller de l'avant. Il ne veut pas faire les choses comme à l'époque. Mais il y a d'un côté la volonté, mais d'un autre côté aussi la méthodologie, la manière de faire. Et dans la manière de faire, on est vraiment dans notre... ça nous laisse dans beaucoup d'interrogations. On se pose beaucoup de questions. Vous pensez à quoi, par exemple? Je pense à quoi? Je pense à cette polémique autour de la vaccination. Moi, je doutais de cette vaccination. En même temps, on a appelé les populations à aller se faire vacciner. Alors, on se dit, bon, oui, il a la volonté, mais est-ce qu'il n'y a pas la méthodologie aussi qui pose problème? Méthodologie peut-être, mais en tout cas, communication. Il faudrait mieux communiquer. Mieux communiquer... Combien de fois on voit des gens où on lit sur les réseaux sociaux, mais finalement, c'est quoi la vision du chef de l'État? Bon, il ne faut pas se lasser justement de projeter sa vision, d'en parler. Et il ne faut pas se lasser de mieux communiquer. Et dans certains domaines, en tout cas, état de siège, catastrophe du Nirangongo, autre question, le nouveau ministre actuel de la communication, Patrick Bouyaya, voilà, ses actions sont appréciées. Ouais, voilà. Il s'est démarqué. Oui. Il se démarque. Donc il faut continuer dans ce sens. La population a besoin de comprendre le processus qui mène à une décision. Ensuite, une fois la décision est prise, comment cette décision est appliquée. Si des erreurs sont commises, ce qui est normal, ça arrive, comment les personnes qui ont commis ces erreurs ont été sanctionnées ou bien comment les choses sont rectifiées. Ce travail de communication est vraiment très très important. Et, pour finir. Et c'est ça que nous attendons. Nous attendons et ça serait bien peut-être d'envisager. Nous avons chaque vendredi un conseil des ministres et on a le ministre qui nous fait la lecture du compte-rendu. Fait le compte-rendu. Oui. Moi, j'aimerais bien cette pratique à l'américaine où tous les jours, ou bien pratique aux Nations Unies, tous les jours à 12h15, 12h30, eh bien, le porte-parole vous parle de ce qu'il en est, etc. Les journalistes ont l'opportunité de poser des questions. Et moi, en tout cas, en tant que citoyenne, oui, j'attends impatiemment les 100 jours. Les 100 jours de ce nouveau gouvernement. Le 100 jours de ce nouveau gouvernement. Et je ne veux pas globalement. C'est dans quelques jours. Exactement. Je ne veux pas globalement. Je souhaiterais que chaque ministre
nous disent dans ces 100 jours, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Voilà ce que j'ai atteint comme objectif. Merci beaucoup. Voilà ce qui me reste à faire. Oui. Merci beaucoup. Vous dites des choses très intéressantes, très intéressantes. Bon, depuis le début, vous dites des choses intéressantes, mais là encore, elles sont davantage intéressantes. Mais nous sommes obligés d'arrêter l'émission parce que par expérience, lorsque vous arrêtez un invité à la maison, on crie. Mais non, on arrête l'invité lorsqu'il commence à dire des choses intéressantes. Non, nous sommes pris par le temps et nous sommes vraiment obligés. La contrainte du temps. La contrainte du temps. Lorsqu'on est avec Madame Angèle Makombo, vous pouvez parler, converser pendant des heures et vous ne vous êtes pas, ça ne vous lasse pas de toute façon. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission, question d'actualité, qui a aujourd'hui décortiqué les pans du discours du chef de l'État, le grand oral du 30 juin. Je rappelle que Mme Angèle Makombo est femme politique, présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais et membre du Conseil économique et social. C'est avec véritablement un esprit ouvert et impartial qu'elle a fait des analyses sur les questions liées à notre pays. Je dis merci à toute l'équipe technique de la RTNC et merci à la direction générale. Au revoir et à la prochaine.